Je réitère, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui au nom de Reims Santé Travail. Je commencerai par vous dire que cette manifestation reflète bien notre mission au quotidien. En fait, nous accompagnons tous les jours nos entreprises et nos salariés pour la prévention de leur santé, sécurité et bien-être au travail. Vous pourrez découvrir au travers de cette intervention l'engagement et le professionnalisme de nos équipes. En ce qui me concerne, en tant que DRH, mon rôle est aussi de rappeler que la santé au travail est une mission collective. Les employeurs, les salariés, les représentants du personnel et nous, les centres de prévention, je pense que chacun a sa place et chacun a sa responsabilité. Donc je vais vous laisser profiter de ce temps d'échange, poser vos questions et je vous souhaite une belle manifestation sous le signe de la prévention. Je donne la parole à Élodie. Merci Céline, bonjour à tous. Donc, je suis Élodie Chédeville, je suis responsable du pôle technique, ingénieur hygiène, sécurité, environnement. Donc avant de commencer le sujet où Guillaume vous expliquera dans le détail les risques psychosociaux, on va tout d'abord partager quelques chiffres. Pourquoi ce sujet est aussi important en France que nous disent certaines enquêtes? Si je vous dis 53%, est-ce que ça vous parle? Ah, vous avez dit que ça serait interactif. On vous a dit que ça serait interactif, on marche comme ça. Exact. C'est moins de 60%. Moins de 60% sont déshydratés. On entend des déshydratations par là. Du stress. Là, il y a une notion intéressante. Ouais. Donc, aux risques psychosociaux. Confrontation aux risques psychosociaux. Okay. Donc on va donner la réponse quand même, on va arrêter le suspense. Donc 53% des Français actifs disent être en souffrance psychique au cours des 12 derniers mois selon l'IFOP. Donc on voit par ce premier résultat l'importance du sujet. Ensuite, deuxième. C'est une bonne place, c'est un bon classement. Donc on y va Guillaume. Deuxième, donc les troubles psychiques sont la deuxième cause d'arrêt de travail selon le baromètre Malakoff Humanis. Troisième, 1 sur 4. Il y a une idée intéressante quand même. Donc 1 sur 4, un salarié sur 4 est en situation de santé mentale dégradée, selon le baromètre Qualis Social Ipsos. Donc ça, c'est ce que nous disent les enquêtes. Et ensuite, ce que nous disent les indicateurs sur les accidents de travail et les maladies professionnelles. Donc la santé mentale, c'est 20 000 accidents du travail qui sont reconnus en France par an. C'est près de 2300 maladies professionnelles. On voit que ce chiffre augmente d'année en année. Entre 2023 et 2022, c'est plus de 25%. Et ensuite, en termes de coûts, au niveau de l'assurance maladie, aujourd'hui, alors c'est très large hein, comme échelle, mais c'est entre 1,9 et 3 milliards d'euros de dépenses pour l'assurance maladie. Donc on voit la prégnance de ce sujet, on voit l'importance de ce sujet en France. Et donc Guillaume, est-ce que tu peux nous en dire plus, nous expliquer pourquoi les risques psychosociaux sont un sujet important en entreprise? Sujet important déjà, donc bonjour, Guillaume Quinten, moi je suis psychologue du travail pour Reims Santé Travail. Très content d'être ici devant vous, de revoir certaines personnes avec qui j'ai déjà pu collaborer de toutes différents horizons. Mais effectivement, l'idée d'aujourd'hui, vous avez pu voir, il y a une grande majorité d'entre vous qui étaient là à la conférence précédente. Donc je vais aller venir un peu compléter l'enchaînement qu'il y a eu. On a vu sur l'identification un outil très spécifique au LICAR qui est très intéressant, que ce soit au niveau des dirigeants dans un premier temps, et puis quand la data sera suffisante pour pouvoir caractériser au niveau des salariés. Là, ici, c'est tout simplement dans votre position, quels sont les principes les plus importants dans l'identification des risques psychosociaux au sein d'une organisation, et tout simplement, voilà, comme tu as dit, qu'est-ce que c'est que les risques psychosociaux? Dans la conférence précédente, où on vous a parlé de Michel Golac, qui était avec son collège d'expertise, un ensemble de chercheurs qui mènent les enquêtes de la DARES, qu'on appelle les enquêtes Summer, pour ceux qui connaissent. Tout simplement, je vais reprendre sa définition, puisque pour lui, Michel Golac, c'est un ensemble de risques qui vont venir affecter la santé mentale, psychique et sociale, et qui sont inférés par les conditions de travail, les conditions organisationnelles et sociales, qui caractérisent l'environnement de travail d'un salarié, d'une salariée, dans lequel il baigne au quotidien.
à savoir au niveau des RPS, qu'est-ce qu'on peut observer de manière générale. Bon, c'est des termes que sûrement vous avez déjà entendu parler. Quand on parle de pression sur le lieu de travail, on a d'autres chiffres qui nous disent presque un salarié sur deux estime avoir de la pression au travail. On entend parler de contraintes émotionnelles, de soutien des collègues, toutes les variables qui ont pu vous être présentées dans la conférence précédente. Ce qui est intéressant, c'est comme aussi, on l'a entendu, on a un système de contraintes et de ressources, avec l'équilibre à avoir et la notion, là on parlait du stress, je l'ai entendu, je ne sais plus qui m'a parlé de stress, où on observe ce déséquilibre justement dans la perception entre contraintes et ressources. C'est pour ça qu'on retrouve cette caractéristique. Mais ce qui est intéressant surtout, ce qui est relié ici, c'est que les contraintes vont être associées positivement à ce qu'on appelle le mal-être en entreprise, les ressources vont être reliées positivement à ce qu'on appelle le bien-être. L'un va avec l'autre, c'est-à-dire qu'on est sur des jauges où je peux avoir un taux de mal-être élevé, mais un taux de bien-être élevé aussi. Donc déjà, les RPS s'inscrivent dans cette double jauge qui est difficile à dissocier et pour lequel pourtant il faut faire un état des lieux, plusieurs caractérisations. L'idée, vous, à vos places en tant qu'encadrement dirigeant, c'est surtout de bien voir que forcément mal-être, on est négativement relié aux notions de performance, le bien-être relié positivement aux notions de performance. Pourquoi performance avec un S? Parce que vis-à-vis des textes légaux que Docteur Petit-Mangin vous présentera par la suite, vous avez les performances individuelles, donc à savoir c'est les compétences développées de vos salariés, le sentiment qu'ils peuvent avoir d'utiliser les compétences développées sur le milieu de travail. Vous allez avoir les performances collectives, un groupe force de proposition qui est engagé, encore une fois je fais un petit écho à la présentation d'avant, mais aussi la performance organisationnelle. J'ai des salariés motivés et engagés, forcément au niveau productivité, avec les coûts directs, les bénéfices plutôt, j'entends direct, indirect, ça peut être, on est en plein dedans. C'est une des premières possibilités qui nous permettent de caractériser les risques psychosociaux. On en a une deuxième, et là je fais appel à, justement, on a la chance en France d'avoir ce consensus qui émerge, qui est une deuxième approche plus simple, qui est à mon sens plus simple à vous présenter quand on veut essayer de comprendre ce qu'on appelle les risques psychosociaux, c'est de reprendre ces 6 facteurs de Golag qui ont été mis en avant, et ensuite les associer. On reconnaît bien, donc on a des facteurs de risque à identifier dans l'environnement de travail, qui vont venir interagir d'une quelconque façon, et on le verra juste après, avec les individus, pour au final avoir des conséquences. Et par conséquence, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a des conséquences sur la santé, donc on retrouve mes performances, vous allez voir, des conséquences individuelles, des conséquences sur le collectif, mais aussi les conséquences organisationnelles, dont on va détailler un petit peu plus chacune des caractéristiques. Je suis désolé, je regarde ma feuille, c'est parce que j'ai tellement à dire qu'il faut que je me limite, donc vous me pardonnez si je fais des petits allers-retours là-dessus. Et voilà, pourquoi vous aussi vous intéressez au niveau des risques psychosociaux? Tout à fait, en premier effet majeur, les RPS, le monde du travail, et là je parle sous votre contrôle, c'est une caractéristique primordiale de ce qu'on appelle votre identité. En psychologie, on a même des identités différentes, l'identité personnelle, l'identité professionnelle, qu'on décide de mettre en relation, donc je suis le même sur mon travail que je suis dans le perso, ou au contraire qu'on décide de bien dissocier, et c'est les personnes qui vont me dire dans le travail je suis complètement différent que dans le perso. Et bref, les risques psychosociaux, ça va venir menacer cette construction, cet entretien, cette culture, j'ai envie de dire, de votre identité professionnelle, et qui en fait, selon moi, pourquoi une bonne compréhension, le premier enjeu majeur. Le deuxième enjeu, tout simplement, c'est aussi à vos places, et avec une notion qui est quand même très récente au regard de la science. On parle les années 70, 80, les premières expériences où on s'intéresse au caractère social du travail. On a une légitimité, par exemple, dans nos services santé-travail, une entrée des psychologues du travail dans l'équipe pluridisciplinaire à partir de 2011. Donc vous avez un delta de temps, vous voyez, où il y a une identification, on est quand même sur une notion qui est très récente. Et ce qui apparaît essentiel, c'est de vous rassurer sur cette notion. C'est de vous rassurer en vous donnant une bonne compréhension, puisque quand on interroge les stéréotypes liés aux risques psychosociaux, ou moi-même, je vous fais un témoignage là personnel quand j'interviens au sein des entreprises, ce qui ressort majoritairement, ça va être « non, il n'y a pas de harcèlement chez moi. Qu'est-ce que vous faites là? Il n'y a pas de violence chez moi, qu'est-ce que c'est que ça, etc. » C'est les ressentis qu'on a, mais non, vous voyez, on est sur des... On va dire, marche pas. On est sur des choses beaucoup plus fines, puisqu'on va chercher avec vous à vous accompagner, à identifier ceci, à vous donner une culture, qui est la culture de la prévention. Donc, le monsieur n'est plus là, mais c'est dommage, ça aurait été un moyen de lui expliquer qu'est-ce qu'on appelle la culture de la prévention, et donc voilà, de vous rassurer. Le troisième, pareil, qui sera encore mieux détaillé par le docteur Petit-Mangin après, mais c'est celui que j'utilise le moins, puisqu'on a un cadre légal qui se renforce autour de ça.
d'abord par le document unique, maintenant du document unique en incluant obligatoirement tous les ans les risques psychosociaux. Pourquoi je le mets en dernier? Parce que quand je suis auprès des dirigeants, des managers, rien de pire qu'un cadre légal pour vous donner cette envie de culture, etc. Moi, je vous rappelle, c'est obligatoire. Ça permet de faire ce rappel, mais voilà, moi je le mets en dernier, mais il est dit quand même. On va simplifier tout ça quand même, pour l'instant, pour faire un petit état des lieux. Je vous ai envoyé du bien-être, je vous ai envoyé des facteurs de risque, etc. Retenez cette façon. Nous avons, en tant que salarié, en tant que même manager, dirigeant, vous baignez dans un environnement de travail qui se définit par des caractéristiques de travail. Le lien avec mes petits schémas, c'est ce qu'on appelle les facteurs de risque. Ces facteurs de risque, et c'est là la définition des RPS, c'est l'interaction entre votre psyché, votre fonctionnement mental, et ses caractéristiques de travail. Un individu ou un collectif. Je reprends la suite de ma définition, qui se traduit par des répercussions, les conséquences qui peuvent être individuelles, et si vous m'avez suivi, la prochaine c'est... Et enfin, organisationnel, effectivement. Bon, ça me va très bien déjà, je vois que vous avez cette notion. On a 3 impacts à partir d'un seul risque. Maintenant, ce qui est important aussi, c'est de remettre, pour dédramatiser, les risques psychosociaux avec la définition de risque. Et là, je me tourne vers vous. Qu'est-ce qu'un danger et qu'est-ce qu'un risque? Et pourtant, c'est une différence. Il y a une différence. Mais là, je vous questionne volontairement. Il est effectif. Le danger, il est réel, il est effectif, il est présent. Que le risque, il n'y est pas encore. On prévient que ça pourrait arriver. Oh, il y a des éléments intéressants, on va remettre des mots dessus. Ok, on a une notion de réel factuel, que l'autre, on est sur de l'hypothétique. Est-ce que quelqu'un souhaiterait compléter? Le risque, c'est l'exposition au danger d'une personne qu'on peut évaluer. Effectivement. Potentiellement, il y a... On est pas mal. Une complétion? Pour moi, il y a une équipe. Quand on dit on prend le risque, on prend le choix de prendre le risque. Par contre, le danger, on est soumis au danger. D'accord, il y a une volonté d'assumer alors. Si je résume comme ça, une volonté assumée. Ok. Dans les éléments que j'ai eus, c'est vrai que c'est le premier, deuxième que je vais retenir principalement. Le danger, ça peut être une matière première. Je vais aller dans un extrême, mais ça va vous permettre de mieux comprendre. C'est vous êtes sauveteur en mer. On va prendre cet exemple. Vous êtes sauveteur en mer, vous avez le matériel, vous êtes sur votre chaise, vous êtes surveillé. Vous avez plusieurs dangers qui sont identifiés. L'eau, potentiellement, prenons le requin qui est dedans. Le risque associé, c'est quoi? La noyade ou, s'il y a un requin, la morsure. Est-ce que ça veut dire que ça va arriver? Non. Et ça, c'est le risque. C'est ce qui caractérise et qui différencie le risque, c'est cette notion de probabilité. Maintenant, transférons-le un peu à ce qu'on a eu. C'est pas parce que vous avez une ligne managériale, que vous faites partie d'un encadrement, que vous allez avoir des pressions managériales et des problèmes de communication. C'est dans ce sens-là. Le danger, on est sur l'élément factuel qui est susceptible d'engendrer un risque qui lui est associé. Donc ils peuvent se nourrir entre eux en fonction de tous les facteurs qu'on a eus. Et c'est tout l'intérêt, première aussi pour ça, de venir faire l'identification à travers un document qui là résonne dans votre tête et qui, avec cet acronyme en 5 lettres, qui est le DUERP. Document d'évaluation des risques professionnels. Est-ce qu'on est un petit peu plus clair maintenant sur la dissociation entre facteurs de risque et le processus mental qui peut générer une conséquence et qui est donc la définition des risques psychosociaux? Ça vous paraît plus clair tout de suite un petit peu? Quand même? Très bien. Maintenant, sachez qu'une chose, c'est la position que vous allez avoir, quelle position adopter, mais surtout, sur quoi on se base pour justifier qu'il y a peut-être quelque chose à faire là. Différents indicateurs, et là j'ai quelqu'un on ne peut plus légitime pour vous parler de ce qu'on appelle les indicateurs RH quand même. Alors, je ne vous ferai pas une liste à l'après-vert, hein. Vous savez que les risques psychosociaux sont souvent des... C'est pas directement... en fait, il y a... Comment je pourrais dire? C'est pas palpable. C'est pas palpable, ouais. Ils ne se voient pas toujours. Vous avez plusieurs indicateurs, on a recensé 3 familles d'indicateurs, donc les indicateurs sociaux, les indicateurs organisationnels et les indicateurs de santé. Donc, sur les indicateurs de santé, on est sur l'absentéisme, l'arrêt maladie, les visites médicales pour inaptitude, les accidents de travail. Ça peut être les visites pour aménagement de poste, ça va être les indicateurs santé.
ce qui est organisationnel, c'est la surcharge de travail, des heures supplémentaires qui ne s'arrêtent pas et qui montent les compteurs, qui s'accumulent, des congés non pris. Ça, c'est des indicateurs. Je vois des gens qui sourient. Ce sont des gens concernés. Là, on est sur les indicateurs organisationnels. Et sur les indicateurs sociaux, vous allez être sur le turnover, les conflits en interne, les dossiers de harcèlement, les alertes à votre CSE. Voilà, ce sont tous ces types d'indicateurs qui font que vous aurez les signaux. Alors par contre, sur tous ces indicateurs, il y a effectivement la partie personnel salarié, mais vous avez aussi un impact sur l'organisation et sur la performance collective. Effectivement, merci Céline. Il y a une chose aussi, vous ne pourrez pas nous avoir là-dessus, tout simplement, c'est des indicateurs, si vous faites le bilan, nous aussi, en tant que service, on peut les voir. Je vous dis pas ça à charge, je vous dis juste à charge de collaboration. On est déjà, et retenez cette notion, on commence déjà le travail collectif. Les indicateurs RH, prenons le turnover. On le voit aussi. Quand on a des visites d'embauche sur un poste de manière récurrente, qu'est-ce qui se passe? Les indicateurs de santé, oui, il y a les ATMP, mais il y a tout simplement les visites à la demande salariée ou à la demande employeur. Tiens, dis donc, j'ai 3 visites à l'année pour cette boîte, je monte à 12. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est tous ces petits indicateurs qu'on est susceptible d'interroger. Et là, la collaboration va se mettre en place avec nous. Puisque, déjà, est-ce que vous aviez conscience d'une équipe pluridisciplinaire au sein des services de médecine du travail? Je vois des noms quand même, effectivement. On vous en parlera un peu plus tard, notamment par le biais d'Élodie, mais justement, il y a un ensemble de professionnels. Pour conclure, ce sera pour conclure surtout, on fera un petit état des lieux des professionnels au sein de la santé travail susceptibles de vous aider. Oui. En fait, je voulais juste rajouter qu'effectivement, tous ces indicateurs qui sont sur le service de prévention, nous serons en alerte par les médecins, les infirmiers, par l'équipe pluridisciplinaire, s'il y a des excès de visites d'accompagnement ou des visites de reprise, de conseils. Là, il y a un vrai rôle d'alerte qui doit se mettre en place. Effectivement. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur les signaux, des petites remarques? C'est le moment, sinon... C'est bon pour vous, ça va, ça vous parle? Ça vous évoque des situations, sans en parler, des situations professionnelles connues? J'en profite pour intervenir. C'était pas prévu, mais j'avais envie. Ça veut vraiment dire, et il faut que vous entendiez, que on est un partenaire. Et je vous rappelle juste que ce que j'expliquais tout à l'heure à un monsieur qui m'interpellait, que si on est là, c'est parce qu'en fait, on est simplement, on a été créé par les entreprises, au service des entreprises. Donc n'hésitez pas à nous interpeller, on est là pour vous. Merci, monsieur Gaulle. Les signaux, vous avez entendu parler, pour ceux pareil présents, et on va faire une petite piqûre de rappel, de ce qu'on appelle des signaux forts et des signaux faibles. Ces signaux forts, on en a un peu parlé, c'est ces indicateurs qui sont visibles, qui sont palpables. Maintenant, en signaux un peu faibles, comment est-ce qu'on peut les discriminer? Eh bien, je vais vous faire une première préconisation qui va vous permettre, c'est la forme de soutien que vous allez pouvoir aborder à vos équipes. Là, vous allez me dire pourquoi il parle de soutien quand on parle de risques psychosociaux. En psychologie, déjà, ne jamais sous-estimer l'impact que vous, encadrement ou même RH, etc., vous pouvez avoir. Je vous donne un exemple d'une étude, le soutien social chez les femmes atteintes d'un cancer. On a un taux de rémission qui est supérieur pour lesquels on a un réel soutien social de l'entreprise. Donc il y a un impact physiologique qu'on explique sur le soutien social et cette manière d'approche au niveau des salariés. Maintenant, en psychologie, on caractérise 4 façons. Et vous allez voir pourquoi, sur les signaux faibles, on commence à les observer. Vous avez un premier type de soutien qui s'appelle le soutien opérationnel. Le soutien opérationnel, c'est le salarié qui va venir, en fait, si tu peux me demander un coup de main, c'est pas prévu, mais j'ai pas assez de bras, ou alors il me manque quelqu'un, etc. Qu'est-ce que ça vous évoque tout de suite sur ces signaux faibles? Ça veut dire, est-ce que c'est un process qui était adapté avec une nouvelle machinerie mise en place, une ligne de production qui est à questionner, pour voir si effectivement dans le séquençage de l'activité, on va avoir une suite logique, ou alors mettre en évidence un certain illogisme qui serait susceptible de interagir avec la personne et donc le laisser tout seul faire une tâche où il faudrait être deux par exemple.
Ça, c'est pour le soutien opérationnel, c'est celui qu'on aime bien faire au quotidien et qui a tendance à passer à l'as, mais pour qui, vous voyez, en 30 secondes, je vous fais un état des lieux, ça prend pas beaucoup de temps. C'est de dire, ok, j'ai aidé la personne, par contre, est-ce que ça va se reproduire ou pas? Parce que potentiellement, c'est des tâches où, en faisant le lien avec les TMS, par exemple, on est susceptible, si on est sur du port de charge, d'engendrer plus de TMS. Ensuite, il y a le soutien informationnel. C'est là, quand vos salariés vous posent une question, notamment sur des ressources, sur des principes dans l'entreprise, sur des process. Donc là, potentiellement, on peut commencer à avoir la sonnette d'alarme qui nous questionne sur est-ce que le process de communication va être efficace? Est-ce que la descente de l'information des processus de décision dans une entreprise est assez, j'ai envie de dire, claire pour les salariés une fois arrivés en bas et sur la mise en application? La troisième, c'est l'émotionnel. C'est le salarié où bah, vous allez lui apporter son soutien, vous allez mettre en place une forme d'empathie. Et l'empathie, oui, il y a des prédispositions dans ce qu'on peut entendre, mais tout le monde peut en faire capable parce que, contrairement à ce qu'on pense, l'empathie, c'est pas de se mettre à la place de. C'est comprendre et avoir la capacité de tenter de comprendre ce que la personne peut ressentir. Et c'est là tout l'intérêt et toutes les forces que vous avez avec vos missions en tant qu'encadrement, puisque pour arriver aux places où vous avez, il a fallu avoir et développer des compétences justement dans cette compréhension. Pour pouvoir remettre en cause ce que je disais, que ce soit un process, une ligne de production, il faut être capable d'avoir ce recul nécessaire. Et donc là, sur l'émotionnel, c'est pareil. Je vois quelqu'un qui est en souffrance parce qu'il est fatigué, tout simplement. Il y a un sentiment de surcharge. Ok, d'où vient cette surcharge? Est-ce que tu peux m'expliquer comment cette surcharge s'est mise en place? Est-ce qu'elle est, est-ce qu'elle est aiguë, c'est-à-dire sur un instant T assez bref, ou est-ce qu'elle va être chronique dans le temps et ça fait quelques mois que tu ressens ça, mais que c'est seulement maintenant? Et là, pouf, on vient questionner ces signaux faibles, mais qui sont pourtant traducteurs de risques psychosociaux. Et le quatrième, un peu plus spécifique, c'est le soutien de ce qu'on appelle d'estime. Le soutien d'estime, c'est quand vous savez, en tant que manager, les compétences ou dirigeant d'entreprise, les compétences d'un salarié, j'ai envie de dire, entre guillemets, c'est de le renarcissiser. Et là-dessus, ça va aller questionner tout le système de reconnaissance. Est-ce que mon salarié, au vu de l'activité, de la finalité de l'action qu'il engendre en tant que professionnel et de sa plus-value au sein de l'entreprise a une politique de reconnaissance, et là aussi, je refais un écho aux paramètres supplémentaires qui ont été présentés à la situation d'avant, mais voilà, venir questionner cette ligne de reconnaissance, parce que non, il n'y a pas que reconnaissance financière, contrairement à ce qu'on peut entendre par les différents canaux, qui font du mal à mon sens, mais il n'y a pas que la politique financière. Bien au contraire, quand on rencontre, nous, les salariés, après sur le terrain ou en visite médicale, cette notion de reconnaissance, juste soutien, que ce soit des collègues ou de la hiérarchie, remonte très souvent. Et là, voilà la quatrième, j'ai envie de dire, typologie de soutien que vous pouvez utiliser, mais surtout qui vont vous permettre de vous dire, tiens, cette situation, elle est revenue. C'est pas une fois que je l'ai entendue. Ça fait la deuxième, troisième fois. Et là, en fait, ouf, on met les indicateurs en place, vous mettez en relation et on peut aller questionner les risques psychosociaux et notamment les facteurs de risque qui peuvent être à l'origine de ce mal-être auprès de vos salariés. Il est passionné, notre psychologue du travail. On ne l'arrête plus. Donc pour résumer la partie que Guillaume nous a présentée avec passion, en fait les risques psychosociaux, il faut dédramatiser. Ils sont présents dans toutes les entreprises à des niveaux d'importance plus ou moins variés. On a souvent du mal à les évaluer, à les appréhender. Donc c'est là aussi qu'on peut jouer un rôle au niveau de RAS Santé au Travail pour vous accompagner dans l'identification et le traitement de ces risques psychosociaux. Après, en tant que collègue, manager, dirigeant, la première action, c'est l'écoute. Pratiquer l'écoute active, être attentif aux signaux faibles pour tout de suite être en capacité de faire le lien avec les facteurs de risque que vous a présenté Guillaume et aussi d'envoyer vers les bons experts, que ce soit des experts en interne ou des experts en externe. Et c'est vraiment cette observation et cette écoute qui fait le traitement des risques psychosociaux dans l'entreprise. On va passer au témoignage. Donc on a Aurélie, DRH, qui a accepté de partager son expérience sur l'identification de ses RPS au sein de sa structure. Merci. Bonjour à tous. Donc oui, effectivement, ça fait 1 an et demi, on a fait une enquête dans notre structure, justement, suite à des alertes faites par des collaboratrices et aussi du CSE. Aurélie, on peut juste dire que vous avez travaillé en collaboration tous les deux? Oui. Mais oui, du coup, Monsieur Quinten est venu dans notre structure faire les entretiens
avec les collaboratrices justement pour qu'on puisse déjà comprendre aussi ce qui se passait dans... il y a eu deux enquêtes. Oui, 2 enquêtes, mais j'ai envie de dire encore une fois, c'est la finalité, c'est surtout, et qui va vous servir, j'entends dans ce témoignage, c'est la complémentarité. Oui. C'est-à-dire que des indicateurs que vous avez eus, même en tant qu'RRH, vous restez collègues. Ce que vous pouvez entendre, vous allez le garder, vous allez devoir bosser avec la personne le lendemain. Et donc il y avait aussi cette volonté de votre part, et à mon sens qui est preuve de toute humilité, qui est une des plus belles vertus humaines selon moi, c'est de dire, là il me faut un pas en arrière, j'ai besoin de retrouver de l'objectivité, de la neutralité dans les visions que je vais avoir. Et c'est tout l'intérêt, même s'il y a 1, 2, 3, 4 enquêtes, c'est ce qu'on a cherché à avoir. C'est en sollicitant nos services, voilà, de retrouver une objectivité. C'est ça. Et puis de ne pas prendre parti ni pour un service, ni pour une personne. Donc c'est vrai que ça permet d'être objectif aussi sur le dossier. Et de tout questionner. Tout à fait. Parce que dans le dossier, il y avait aussi la centrale qui est intervenue, qui venait rajouter une couche sur la gravité de la situation. Donc on a mis un peu de haut là justement pour pouvoir protéger déjà les dirigeants. Et c'est là où c'est tout l'intérêt de ce témoignage, c'est aussi vous protéger en tant que dirigeant. Il a été dit aussi, je fais beaucoup de rebonds, merci Dr Cheval, mais il a été dit précédemment que vous êtes les grands oubliés en tant que dirigeant, en tant qu'encadrement. J'espère que vous m'entendez encore répéter, ne vous oubliez pas et si vous avez besoin, venez me voir. Et effectivement, c'est le cas, c'est les grands oubliés, pourtant c'est ceux qui vont allouer les ressources, qui vont allouer les moyens nécessaires, qui vont nous donner les possibilités de pouvoir mettre en place. Est-ce qu'on peut parler de ce qui a été mis en place un petit peu ? Sans donner spécifiquement, mais... On a eu plusieurs accompagnements pour les collaboratrices, oui. Principalement. Vous avez réalisé aussi une enquête complète. On a identifié une équipe en grande difficulté. En grande difficulté qu'on avait potentiellement compris, mais c'est vrai que là, ça a été plus révélateur de leur souffrance qu'elles pouvaient avoir. Donc on est toujours en travail dessus, on fait beaucoup de réunions avec les personnes concernées pour déjà reprendre aussi depuis le début ce qui les dérange le plus, comment les accompagner. Des fois on fait un pas en avant, mais des fois on en fait 2 en arrière parce que justement ça n'a pas été et puis on essaye d'améliorer. Et ça fait écho à quelque chose chez nous qui est important, ce ne sera pas le sujet, mais pour ceux qui connaissent le principe de prévention, ça, on est totalement dedans. C'est-à-dire on va questionner, on met en place des solutions, mais on va aller interroger ces solutions. On va évaluer l'efficacité, il y a des correctifs à adapter, c'est les pas en arrière dont vous nous parlez, tout simplement. C'est ça. Il y a un élément qui est très important dans l'échange que vous avez, c'est la neutralité. C'est qu'en fait, vous avez une prestation sur une offre complémentaire qui apporte cette neutralité qu'en interne vous ne pourrez jamais faire. En tant que DRH, moi le mot qui me vient tout de suite quand j'entends votre échange, c'est celui-ci, c'est la neutralité qu'on est capable d'apporter. Toujours difficile de faire une enquête en interne en gardant toujours à l'esprit et sans jugement. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on a fait justement appel au service du médecin et du psychologue du travail pour justement avoir cette neutralité-là. Vous connaissiez tous ces prestations que RST est capable d'apporter aujourd'hui? Non, c'est des choses que vous découvrez aujourd'hui? Un bon topo à la fin. Okay. Merci beaucoup. Merci Aurélie. Maintenant, ça veut dire que les interventions, oui. On active un petit peu, pardon, je suis désolé, mais bon. Sur le soutien dont vous avez besoin. On parle d'objectivité, de neutralité depuis tout à l'heure, c'est comment est-ce que je retrouve le soutien dont j'ai besoin quand je suis certes en encadrement, mais vous restez salarié d'une structure, que vous observez un collègue qui est en grande difficulté, qu'est-ce qu'on peut lui donner comme ressources? Déjà en interne, forcément, il y a tout un panel en fonction de la taille de l'entreprise que vous êtes. Le personnel qui est lié aux ressources humaines. Pourquoi? Parce qu'ils vont être aussi avec le directeur en lien avec les ressources qui vont être en externe. Voire même si vous avez la chance, j'ai envie de dire, de faire partie d'un groupe qui a les ressources aussi pour pouvoir vous apporter encore plus de solutions en interne, ça rentre tout à fait dedans. Le responsable HSE, hygiène, sécurité et environnement pour l'acronyme, qui est tout à fait aussi à même d'avoir les ressources externes ou internes et vous rediriger efficacement. Les membres du CSE, nous, je vous rappelle que nos missions, c'est d'être conseil, accompagnement, aide des dirigeants, des salariés, mais aussi des représentants du personnel.
Si je vous les mets ici, c'est tout simplement que c'est des gens qui peuvent nous contacter en tant que service. Donc à donner cette petite bille aux représentants du personnel, de faire boule de neige confidentielle et anonyme parce qu'ils sont sous devoir aussi également, et venir faire remonter l'information liée aux risques psychosociaux. Des représentants syndicaux du personnel, les mêmes missions, on est vraiment sur le personnel RPX. Si vous avez des référents VSS aussi, sans que ça soit la gravité liée au VSS, vous pouvez faire remonter des difficultés qui sont liées à vos conditions de travail. Un chef d'équipe, un référent, donc là je fais écho au management de proximité, mais aussi des collègues. Tout simplement pour avoir ce premier travail, parce que c'est des fois dur de trouver la personne à qui légitimer ce que je ressens. Vous pouvez préciser ce qu'est VSS? Les référents sur les violences sexistes et sexuelles. On appelle les référents harcèlement aussi. On peut retrouver dans les excusez-moi, merci de la précision. Mais oui, le collègue et la collègue, très important pour venir légitimer ce que je ressens. En externe, ça va être médecin du travail, médecin généraliste, les cabinets de psychologie du travail ou en RH tout simplement qui ont des missions aussi d'introspection des entreprises au niveau des risques psychosociaux, l'inspection du travail ou la DRET, certains cabinets d'avocats, des cabinets externes, etc. qui peuvent venir vous aider, vous accompagner pour retrouver en objectivité, en neutralité et adapter les meilleures mesures nécessaires au contexte et surtout à la culture de votre entreprise. Pourquoi je ne vous fais pas de préconisation générale? Tout simplement parce que rentre en compte dans nos préconisations, dans notre métier, c'est la culture. C'est le passé qu'il y a pu y avoir dans votre structure. C'est l'ensemble des éléments qui, sans le savoir, en signaux faibles, peuvent venir influencer le traitement psychique des personnes et donc la répercussion à la fois sur l'individu, à vous, le collectif et l'organisation. Merci. Qu'est-ce qu'on a aussi, si vous voulez déjà vous renseigner avant de, j'ai envie de dire, de passer à l'acte? Et bien tout simplement certains organismes tels que l'INRS, l'ANACT, l'assurance maladie qui sont les références nationales, mais dans les autres références, je vais nous mettre aussi. Avec l'ensemble de l'équipe, les professionnels, les médecins du travail, avec l'équipe pluridisciplinaire, les infirmiers santé-travail, voire même l'assistante médicale qui peut être une source d'infos non négligeable auprès du médecin du travail pour lequel elle vous accueille lors de vos visites. RST s'inscrit purement et simplement dans cette démarche de remonter l'information et donc d'initier la prévention dans sa globalité. Et si encore vous avez l'envie d'aller plus loin et de vous rendre autonome sur l'évaluation sans être forcément formé, vous avez des structures telles que l'INRS qui peuvent vous mettre à disposition des premiers outils. J'en limite et je limite volontairement le nombre d'outils tout simplement pourquoi? Parce qu'on parlait du cadrage et du séquençage. Ça n'est pas forcément à la place de l'employeur, des responsables de faire l'évaluation, si en fonction des contextes, de cette culture d'entreprise notamment. Il y a des outils qui peuvent permettre de venir questionner, voire de mettre à jour le document unique tel que l'outil RPSDU. Si vous voulez questionner plus spécifiquement les facteurs de risque, le SATIN est une très bonne démarche d'initiation sur lequel vous allez trouver la méthodologie, la cotation et surtout la gratuité de l'outil. Mais si vous voulez aller plus loin pour pouvoir avoir des corrélations en fonction de facteurs de risque, là c'est la fin de votre place à mon sens. On fait appel à de l'externat, on objective la situation avec des experts justement parce que vous avez initié une démarche tout simplement d'expertise. Donc là je vais solliciter pardon, Céline, un DRH qui a accepté de nous témoigner donc, sa prévention des risques psychosociaux. Merci. Bonjour à tous. Donc comme je ne me rappelle plus de mon prénom, Élodie le disait tout à l'heure, donc des risques psychosociaux, il y en a dans toutes les entreprises. Je pense que on a beaucoup de personnes qui peuvent nous faire remonter des informations et il ne faut surtout pas fermer les yeux. Et la première chose, c'est quand on a quelque chose qui paraît pas logique, quelque chose qu'on n'a jamais entendu, c'est juste passer un coup sur site, aller voir une personne, lui dire comment tu vas. Et des fois, c'est pas grand-chose, mais c'est le petit mot qui va permettre de traiter le sujet avant que ça devienne quelque chose de trop important. Et puis quand ça devient trop important, solliciter, moi ça m'est arrivé tout de suite le médecin du travail, pour dire voilà, comment on agit, comment on réagit, faire des enquêtes. Une fois qu'on a fait l'enquête, c'est assez pragmatique en fait. C'est malheureusement, le côté psychique peut être traité par quelque chose de pragmatique. Bien sûr en présence du médecin du travail, parce que nous on n'est pas médecin. Donc il ne faut surtout pas essayer de résoudre la problématique nous-mêmes. Et puis une fois qu'on a l'information du médecin, enfin les deux ensemble, on peut faire des choses qui sont assez sympas.
Dans les choses sympas, il y a aussi, on parle des enquêtes tout de suite, on parle des évaluations. Ouais, non. mais Ça, il y c'est a la fin, des- ça. voilà, Il faut pas des rigoler démarches ça. de prévention. Et ce serait, j'ai envie de dire, le dernier point de mon propos, c'est pour mieux le cerner, le RPS, il faut savoir dans quel type de prévention je le mets. C'est-à-dire, est-ce que j'agis en amont de mon risque? C'est-à-dire, j'agis avant son action, c'est ce qu'on appelle la prévention primaire. Les actions de sensibilisation, les actions, les journées de prévention, vous pouvez mettre en place toutes ces choses qui viennent. Vous avez cette sensation peut-être des fois de rabâcher les mêmes consignes, si vous avez des EPI dans vos organisations. C'est toutes ces choses-là, c'est cette réflexion autour de faire circuler l'information avant que le risque n'émerge. Maintenant, il y a des fois le risque, c'est votre matière première. Et là aussi, ça va être l'outillage, la formation, c'est la prévention militaire. Et très souvent, malheureusement, ce qu'on voit, et c'est là où je parle des enquêtes, il y a ce pragmatisme, vous en parliez très bien, c'est de mettre une enquête, mais après coup. Et là, c'est ce qu'on appelle la prévention tertiaire, qu'on maquille en primaire, mais on ne sait pas avant que ça arrive, c'est pour que ça recommence. Et c'est là la différence, et c'est très important d'avoir ces trois notions en tête de prévention. Avant d'aller aux questions, Elodie va vous présenter son équipe pluridisciplinaire et puis toutes les missions à laquelle ils sont attachés. Donc effectivement, pour aller plus loin, ça va pas plus loin. Mais je joue avec depuis tout à l'heure. Donc on a parlé tout à l'heure de l'équipe pluridisciplinaire. Donc l'équipe pluridisciplinaire chez Reims Santé Travail, c'est à la fois le pôle médical et le pôle technique. Et là, vous avez les différentes spécialités que nous avons chez Reims Santé Travail. Donc 17 médecins du travail, 15 infirmiers en santé du travail, 16 assistants médicaux, donc ça sur le pôle médical. Et ensuite le pôle technique donc, que je manage avec 15 préventeurs, un psychologue clinicien, un assistant social. Donc dans ces 15 préventeurs, il y a 4 techniciens en hygiène, sécurité, environnement, 2 psychologues du travail, 4 assistants techniques, un toxicologue et des prestataires extérieurs. Donc que ce soit sur la conférence que vous avez vécue juste avant ou celle-ci, on a un pôle d'expertise pour vous accompagner, que ce soit sur les sujets des risques psychosociaux, sur les sujets de documents uniques, sur différentes thématiques en termes de prévention des risques. Donc c'est important d'avoir à l'idée tous ces experts pour nous solliciter en fonction des différentes problématiques que vous pouvez rencontrer. Et nous avons également tout un catalogue de sensibilisation qui est à disposition. Vous pouvez y accéder sur le site Reims Santé Travail. Donc pareil, des sensibilisations, si on est sur la thématique du jour, il y a un escape game TMS, risques psychosociaux. Et après, vous avez tout un panel de sensibilisation qui vous est proposé, qui est proposé à vos salariés. C'est ce qu'on appelle l'offre socle. Et à terme, donc dans très peu de temps, nous aurons aussi une offre complémentaire à vous proposer pour aller plus loin en termes de prévention des risques et d'accompagnement. Est-ce que vous avez des questions pour lui? Tu peux amener le micro aussi. J'aimerais savoir si le catalogue est ouvert à l'ensemble des salariés ou seulement ceux qui sont déclarés sur RST. Ou s'il y a une prestation en plus. Enfin, voilà, Alors normalement, tous les salariés sont déclarés, bien sûr, si vous faites partie ils sont tous déclarés. des adhérents de RST. Par rapport au secteur d'activité, on en a 10 qui sont déclarés sur RST. Ouais. Alors, pour les offres socles, c'est-à-dire pour finalement le cœur du métier, le cœur du réacteur nucléaire, il faut être dans l'environnement immédiat de RST. Pour les offres complémentaires, qui arrivent bientôt, là, il n'y a pas de problématique de distance ou de périmètre géographique. Donc, je dirais qu'à partir du moment où il y a les offres socles, pour que ce soit plus simple, sont toutes les offres qui sont comprises dans votre adhésion. Donc finalement, quand votre entreprise paye pour le salarié, vous avez accès à un certain panel de prestations au-delà de la visite, qui sont les sensibilisations, les interventions, les évaluations au milieu de travail, etc., etc. Et on va vous proposer à partir de la rentrée prochaine un catalogue de formations, d'informations, de prestations qui seront, elles, considérées comme étant des offres complémentaires. Et là, on n'a pas de limite géographique pour intervenir. Je me permets un exemple, c'est prendre l'escape game par exemple. Si pour un salarié ou deux, vous venez, vous vous inscrivez, on rentre dans le cadre de l'offre socle. Si vous avez la volonté de faire pour tous les salariés déjà de Reims, on commence d'être au début de l'offre complémentaire, à affiner, je parle sur le contrôle aussi. Et s'il y a une volonté de généraliser à tout l'organisme, là oui, on est aussi sur l'offre complémentaire.
voilà, comment ça peut se séquencer pour mieux comprendre aussi la Si transition. je prends un exemple, les chefs de service sont plutôt au niveau du siège par rapport à ceux qui gèrent le secteur de Reims. S'il y a une prestation, un truc de prévention qui nous intéresse, est-ce que je peux inscrire mes salariés qui sont actuellement sur Chalon voilà. Elles sont déclarées sur Chalon, mais s'il y a une prestation de prévention qui rentre dans le... Ça sera pas dans le complémentaire. Alors, bah écoutez, vous nous appelez, on en discute. Non mais là, typiquement, on est à la frontière. L'idée, si vous voulez, c'est de faire en sorte que ça soit utile. Et on n'a pas une volonté mercantile. Donc, en fait, ces fameuses offres complémentaires, elles sont payantes parce que c'est pas le cœur de métier de Reims Santé Travail et que ça nécessite ou un engagement humain ou une technologie supplémentaire qu'il faut que nous rémunérions, et c'est pour ça qu'on les fait payer. Mais je dirais qu'à partir du moment où ça fait partie de la prévention, que c'est utile aux structures de Reims et que vous y agrégez quelques collaborateurs supplémentaires, ça se discute. Il y a pas, voilà. Donc pour résumer, vous avez une équipe pluridisciplinaire à votre service et pensez aller sur le site de Reims Santé Travail pour avoir accès à l'ensemble de l'information et à l'ensemble des sensibilisations. On a fini notre intervention. Par contre, on est à votre disposition si vous avez des questions. Et on sera un plaisir de vous y répondre. Moi, j'en ai juste une petite, parce que vous parlez du site internet qui est actuellement en avance depuis juillet. Il faut séparer le site internet du portail adhérent. Donc là, on parle bien du site internet www.reinssantétravail.fr. Là, il est accessible depuis tout le temps, il n'y a pas de souci. Le portail adhérent, on a une bonne nouvelle. Il sera accessible à partir de... Ah, je vais faire... Elle est là. Donc, voilà, Caroline. À partir de demain. À partir de demain, donc, vous allez recevoir, toutes les personnes qui sont adhérentes chez RST, vos codes d'accès, le lien d'accès demain matin. Ça devait être aujourd'hui, mais on est un petit peu mobilisés. Donc ce sera demain matin. Vous pourrez tout bien faire à partir de votre portail adhérent. Vous ne vous imitez pas à 8h02. Non, ne vous inquiétez pas, ça reste. Ah, attendez, 8h10 qu'on soit arrivé. Et comme c'est des codes confidentiels, je me permets de compléter, c'est sur l'adresse principale. Là, chez Comptable, chez la personne qui est sur les convocations, c'est l'adresse principale. Donc si vous ne les recevez pas, il faut regarder qui les a reçus. Et pour répondre à toutes ces questions, on a un service adhérent qui a été créé également. Tout ça, c'est chez Caroline. Voilà. Donc c'est elle qu'il faut interpeller. On peut échanger sur le stand en bas, on fait des cartes. D'autres questions? Petite remarque, c'est le moment, sinon je reste à disposition. Je me permets le mot de la fin, ce serait... vous avez compris, soyez soutenants, ne sous-estimez pas la moindre forme de soutien que vous pouvez avoir pour pouvoir questionner les risques psychosociaux. Et j'ai l'habitude de dire, s'il y a doute, il n'y a pas de doute, sollicitez. Merci. Merci.